Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc, je suis le docteur Christophe Antier, je suis médecin adjoint à la Fondation Rothschild dans le service du professeur Gatinel. Et ce soir, on a la chance de pouvoir discuter avec le docteur Quentin de Borodon, qui est avec nous et qui va se présenter. Et on va parler d'un sujet vraiment intéressant. La cataracte aujourd'hui, comment la rendre réfractive pour tous en 2024? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Donc moi je suis Quentin de Bourdon, je suis installé à Bordeaux à la clinique Thiers, ça fait 5 ans maintenant, après avoir fait un cursus hospitalier classique, interne, chef de clinique à Bordeaux, un passage comme attaché à la fondation dans le service de Damien Gatinel où on s'était croisé avec Christophe. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée d'évoquer un peu ce sujet parce que je trouve que les pratiques changent un petit peu en termes de chirurgie de cataracte, même si les chiffres, tu nous en diras un petit peu plus après, montrent le contraire. Mais je pense qu'on peut faire changer ces chiffres avec de plus en plus, je trouve, une demande, en tout cas des patients, de pouvoir se débarrasser de leurs lunettes au moment de la chirurgie de la cataracte. Comment la rendre réfractive pour tous? On va partir d'un constat vraiment sans appel. Aujourd'hui, on fait pas quasiment 1 million de cataractes par an en France. Quasiment 84% des implants qui sont posés sont des implants monofocaux, des implants monofocaux plus, et des corrections de la presbytie, ça représente 5 à 6%. Donc on est clairement très loin de la chirurgie réfractive, alors que c'est des patients qui, bien, pour la plupart, enfin, vont tous être presbytes, puisqu'on parle là de patients ayant des cataractes avancées. Donc, ma première question, c'est toi, dans ta pratique quotidienne, quelle est ton approche pour être réfractif? Alors déjà, en termes de chiffres, c'est vrai que c'est toujours surprenant, je trouve, de voir ça, notamment pour les toriques. 10% de toricité, c'est pas du tout la réalité de la prévalence de l'astigmatisme chez le patient porteur d'une cataracte. Moi, à l'heure actuelle, je dirais que je suis plutôt aux alentours de 70% d'implants toriques. Je mélange les monofocaux, implants en profondeur de champ et implants trifocaux. Mes implants avec prise en charge de la correction de la presbytie représentent 25 à 30% de ma pratique quand même. Et c'est vrai que en réalité, moi, quand j'ai un patient qui vient pour une problématique de cataracte, je pars du principe que je vais le rendre autonome en lunettes. On part de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on va faire le maximum pour lui, on va lui expliquer avantages, inconvénients des différentes techniques qu'on a à notre disposition, mais on va partir du postulat que on commence par ce qui lui permettra d'avoir la meilleure qualité de vision, la meilleure qualité de vie en se débarrassant des lunettes. Et le gold standard aujourd'hui, il n'y a pas trop de sujet de débat là-dessus en termes d'indépendance aux lunettes dans les publications, ça reste la trifocalité. Et après, en fonction de ses souhaits, de son habitus, est-ce qu'il va conduire beaucoup la nuit? Est-ce qu'il va travailler plutôt sur ordinateur et être pas trop lecteur? On va faire un peu du sur-mesure, mais je pars de cette stratégie-là et où je vais un peu dégrader, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, les possibilités en termes d'implantation, heu, soit en fonction des souhaits du patient, encore une fois, soit en fonction des contre-indications anatomiques éventuelles, et au premier rang desquelles je trouve qu'il faut faire particulièrement attention chez ces patients, à la sécheresse oculaire. Ton approche, elle est de se dire que tout patient devrait pouvoir bénéficier, sauf anomalie particulière, d'un implant multifocal. Ouais, c'est vrai qu'en reprenant la littérature, en réalité, avec les trifocaux récents, on a une excellente satisfaction patient. Alors, si tu devais du coup démystifier finalement les freins de la multifocalité, alors je vais t'en lister quelques-uns. C'est plus long à la consultation, il faut faire plus d'examens, il y a un copaiement parce que c'est des implants qui sont payants. Il y a un risque d'insatisfaction si tu veux finalement. Comment Ouais, parce toi, ta consultation, tu vas pouvoir donc gérer un peu tout ça pour pouvoir donner, encore une fois, la meilleure chance d'autonomie sans lunettes à tes patients? Alors, je pense que dans le discours, si tu veux, le fait de se dire: «C'est plus chronophage», c'est souvent parce que, dans la consultation pré-op, telle que moi je l'ai vue, par le passé quand j'étais en formation, on a l'impression que l'implant multifocal, il arrive presque, quand le patient il part au secrétariat pour se faire programmer. On lui dit: «Au fait, oui, si vous voulez, plus vous passer de lunettes, on a aussi ça». Et en fait, on a déjà passé un certain temps avec le patient et on s'embarque, en «dernière minute» entre guillemets. On a l'impression qu'on repart pour 10 minutes, un quart d'heure d'explication. S'il manque des examens, on va les rajouter. Alors que quand tu pars dans un mindset de: «Non, au contraire, tous mes patients, je pars en mode, on va leur corriger la presbytie».
déjà, toute ta consultation pré-op, les examens, ils sont faits en conséquence. Et dans le discours que tu abordes le sujet au début de ta consultation. Tu leur dis, voilà, ça, aujourd'hui, c'est le gold standard. Et après, au contraire, tu vas pouvoir passer très vite. Moi, je fais beaucoup de glaucome en plus de la chirurgie réfractive et chirurgie de la cataracte. Tous mes patients glaucomateux, même les glaucomateux sévères, je leur dis qu'aujourd'hui, on peut se débarrasser des lunettes, qu'il y a des implants qui existent, qui marchent bien, mais qu'il ne faut surtout pas les mettre chez eux. Et par contre, ils ont l'info. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire une revue un petit peu de l'accidentologie, entre guillemets, en chirurgie de cataracte, mais le défaut d'information avant une chirurgie de cataracte de quelqu'un qui a eu un monofocal et qui voulait un multifocal peut être reproché, je pense. Je pense que c'est obligatoire. Et du coup, dans la trifocalité, tu parlais tout à l'heure, tu me disais, voilà, le gold standard, ça va être l'implant trifocal. Pour l'implant trifocal, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui? Quelles sont tes habitudes de travail, du coup? On a tous les deux, toi plus que moi, beaucoup côtoyé le berceau de la trifocalité. Donc, c'est des concepts qui parlent. À aujourd'hui, pour moi, l'implant trifocal, ça reste complètement le gold standard en termes d'autonomie en lunettes. C'est pas mon avis, c'est la littérature. Et on a une nouvelle génération de multifocaux quand même, qui ont vu petit à petit une augmentation de leur surface réfractive, une diminution du nombre d'anneaux, tout ça, ça a essayé de minimiser à la fois les effets photiques et aussi de minimiser la déperdition d'énergie lumineuse dans les phases et l'interférence que créent les anneaux diffractifs. Donc, on a quand même moins de pertes de contraste. Et aujourd'hui, la solution qui est proposée par Roya, en plus, elle permet, je trouve, de compenser un des écueils de certains trifocaux actuels, qui est de dire, voilà, moi, j'ai une répartition d'énergie lumineuse, mon implant, il est pupillo-indépendant ou relativement peu pupillo-dépendant. Et en gros, j'ai pas beaucoup de variation de la répartition d'énergie lumineuse entre le foyer de loin, qui est toujours privilégié, et ta vision intermédiaire et ta vision de près. Et tu es un peu obligé de choisir entre tel implant, il va donner un peu plus de VI, un peu moins de VP. Là, l'avantage, c'est qu'avec la combinaison de l'implant géométrique et de l'implant géométrique plus, on a toujours l'excellente vision de loin. Et on vient, en mélangeant l'avantage de l'un et de l'autre, augmenter l'air sous la courbe de défocus avec une vision intermédiaire qui est très bonne et une vision de près qui est vraiment excellente avec le géométrique plus, tout en minimisant le risque des effets photiques, parce que tu sais bien que plus tu augmentes l'énergie lumineuse sur le foyer de près, plus tu as des risques de perception des halos. Et donc, en faisant cette combinaison, ça donne, je trouve, d'excellents résultats. Le géométrique, c'est la plateforme Vivinex, on connaît très bien. L'injecteur Multicert, c'est aujourd'hui le meilleur injecteur du marché. Je pense que tout le monde le dit, même les concurrents. Le biomatériau, il n'y a pas de problème. En termes de précision réfractive, avec les biomètres récents, OCT, il y a une excellente précision réfractive, donc la constante est bonne. C'est hyper important, je trouve, quand tu es dans la prise en charge réfractive de la cataracte, d'être serein dans ton calcul d'implant et de comprendre quand il y a un offset, d'où ça vient. Est-ce que c'était une petite chambre? Est-ce que c'était une cornée plate? Voilà, d'avoir des explications aux erreurs réfractives. Et les nouvelles formules aujourd'hui permettent de s'en protéger au maximum. Il a une excellente stabilité rotationnelle. Il y a assez peu de PCO, on est complètement dans les normes en termes de cataracte secondaire. Et donc, je trouve que c'est un implant qui permet, en tout cas dans mes mains, avec mon expérience, de se prémunir. Je trouve qu'il y a 3 effets photiques néfastes dans les trifocaux et les multifocaux en règle générale. Je trouve que c'est les halos. Moi, j'explique toujours aux patients que le halo est obligatoire puisque c'est la perception du halo qui va donner la vision de près. Donc, je ne le présente pas comme un effet secondaire, je dis que l'un va avec l'autre. Donc, les halos, et il y en a un peu, notamment sur l'œil qui a le géométrique plus, mais pas du tout gênant, je pense, par la grande surface réfractive de l'implant. Et après, moi, ce qui me gêne plus dans les trifocaux, c'est le glare et les starbus. Je trouve que les starbus, donc c'est l'éclatement en étoile, ça c'est assez lié, je trouve, à l'astigmatisme résiduel. Donc si tu arrives à corriger l'astigmatisme, soit en faisant une petite retouche laser, soit en rebougeant ton implant, tu peux t'en sortir à peu près. Mais le glare, vraiment la perte de contraste sur la vision de loin, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on est complètement coincé. Il y a juste l'explantation en fait. De toute façon, c'est pour ça que moi j'aime bien revoir les patients entre le premier œil et le deuxième œil. J'évalue cette perception-là via la rapidité de lecture et le fait qu'ils aient un vrai 10 sur 10 à la consul post-op, entre J5 et J7, en gros, juste avant de se faire opérer du deuxième œil. Et si je trouve qu'ils peinent un peu ou qu'ils soulignent vraiment les effets secondaires, j'hésite pas à passer sur un implant qui va privilégier la vision de loin sur l'autre œil, quitte à sacrifier un petit peu la vision de près, mais pour justement se prémunir de ces
3 à 10% en fonction des études de patients qui sont vraiment intolérants à la trifocalité. Je dois mettre à peu près 150 à 200 implants multifocaux par an. Je crois que j'ai discuté l'explantation sur une patiente en 5 ans. Et Mais presque remplit complètement ce rôle, puisque pour rester dans la gamme Noya, le monofocal plus peut venir contrebalancer un patient qui a une petite plainte sur la, ou pas forcément une plainte, mais où nous, on n'est pas satisfait de la récupération sur la VL, et on va pouvoir faire comme ça, c'est un petit truc et astuce si on veut sécuriser ces résultats. On parle souvent des bons candidats et des mauvais candidats. Je trouve que quand on ne fait pas trop de cataractes dites réfractives, ou qu'on n'a pas trop l'habitude des multifocaux, souvent on se lance sur les pires patients. Tu sais, les hémétropes ou les 60 ans. C'est les pires patients parce que c'est les patients qui sont exigeants. D'accord, les meilleurs patients, c'est les vraies grosses cataractes en fait. Et ils ont de telles aberrations optiques et une telle perception déjà de halo ou de glaire ou de tout ce qu'on veut qu'ils pourront être que satisfaits. Donc je pense que quelqu'un qui veut se mettre à ce type de chirurgie, il faut se lancer non pas sur les patients délicats qui sont plutôt des patients réfractive-like, mais plutôt sur des patients, des vrais patients de cataracte, avec évidemment pas de syndrome sec, une rétine normale, pas de problème de nerf optique. Mais je pense que le vivier, entre guillemets, pour se remettre le pied à l'étrier ou s'y mettre tout court, il est plutôt là quand on n'est pas spécialiste de la chirurgie réfractive. avec ces implants Gémétrique Plus, on a des implants qui sont trifocaux tous les deux, qui sont avec un profil d'addition un peu différente, mais pour autant qui ne sont pas liés à la dominance cérébrale. C'est-à-dire que le laboratoire confirme que le Gémétrique et le Gémétrique Plus peuvent se mettre de manière indépendante sur l'œil dominant et l'œil dominé, ce qui pour nous, chirurgiens réfractifs, est toujours quelque chose d'un peu difficile à comprendre parce qu'on aime bien privilégier la vision de loin sur l'œil dominant. Ça veut dire que dans ta stratégie, toi, d'approche, tu as plutôt tendance à commencer par un œil dominé, en partant sur de la trifocalité. Alors, gémétrique plus, je te laisserai nous dire. Et en fonction, tu peux partir sur un mix and match avec une VL sur l'œil dominant. Et là, tu parles d'un implant monofocal plus, parce que tu veux vraiment partir sur de la vision de loin de qualité. Et on n'a pas parlé des DOF encore. C'est pour ça que je reviens là-dessus avec toi. C'est vraiment là, tu vas prendre un monofocal plus en disant, OK, je favorise une très belle vision de loin. C'est ça ta stratégie. Tout va dépendre effectivement de ton résultat réfractif initial. Si tu es vraiment content, toi, et que le patient surtout est content de sa vision de près, tu peux partir là-dessus. Si tu sens que la vision, elle est à 9 dixièmes faible, où il te dit ouais, les lettres elles sont un peu contourées quand je lis. Moi, c'est moi qui fais lire tous mes patients en post-op. Les orthoptistes font les consultes classiques, mes post-op ils sont rajoutés sur la consulte, donc j'ai les extraits de la salle d'attente et c'est moi qui les fais lire. Donc c'est aussi peut-être pour ça que j'arrive à les filtrer assez rapidement. Juste tu disais qu'il y avait des profils d'addition différents. C'est pas vraiment des profils d'addition différents entre le gémétrique et le gémétrique plus, c'est juste une répartition de l'énergie lumineuse, mais l'addition est la même. D'accord. J'ai la même habitude que toi quand tu fais un peu de presbyasique. Voilà, non, je vais essayer de cibler autant que possible le gémétrique sur l'œil dominant et le gémétrique plus sur l'œil dominé. Mais il y a des publications qui montrent que ça marche très bien, tout comme il y a des publications qui montrent que la monovision croisée, inversée, volontaire ou involontaire, ça marche bien aussi, avec pas plus de cas de rejet, mais si dans notre feeling pratique, on se dit, ouais, d'aller inverser la dominance oculaire quand elle est prononcée, c'est quelque chose de complexe. Donc oui, moi, dans ma stratégie actuelle, je fais œil dominé autant que possible avec un trifocal qui va donner une bonne VP, donc plutôt le gémétrique plus. Et si j'ai le moindre doute, effectivement, sur l'œil dominant, je vais basculer soit sur un mono plus, soit sur un head-off en fonction un petit peu de ce que le patient voudra. S'il veut vraiment une bonne vision de loin, tu vois, le golfeur, le chasseur, il aura plutôt un mono plus. Si par contre c'est quelqu'un qui fait pas mal de l'ordinateur, on va plutôt privilégier un head-off. Ouais. Ouais, donc donc ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant parce que ça permet aussi aux gens qui veulent reprendre, comme tu disais, ou commencer en tout cas l'implantation multifocale, c'est de se dire, voilà, vous implantez c'est pas parce que vous avez implanté un multifocal sur un œil que vous allez être obligé d'implanter un multifocal sur le deuxième œil. Vous allez pouvoir encore adapter votre stratégie thérapeutique et votre patient, il va être, voilà, il va être content. Donc on est d'accord que l'EDOF aujourd'hui, c'est pas la solution. Enfin, c'est pas la solution pour la chirurgie de la presbytie en tant que telle. Gold standard, comme peut être le trifocal. L'EDOF a quand même un positionnement, hein, quand même un rôle à jouer. Toi, dans ta pratique, l'EDOF, tu le positionnes pour quel type de patient? Pour des patients qui sont potentiellement contre-indiqués à la trifocalité.
avec une petite membrane, mais qui n'est pas chirurgicale d'après le rétinologue, mais où on se dit, il y a peut-être une petite composante tractionnelle, si il y a quelques logettes, je ne vais pas être bien. Un glaucome débutant, par exemple, je n'irai pas mettre des trifocaux, mais par contre, je vais mettre tous mes patients glaucomateux, ils ont des monofocaux plus, par exemple. L'EDOF va m'aider potentiellement chez ces fameux patients 8, 9, 10e, 67 ans, j'aime bien conduire la nuit, chez qui je me dis que potentiellement, ça peut être un peu glissant de partir sur de la trifocalité. Et là, je peux adopter pour le coup une stratégie un peu inverse, en commençant par l'œil dominant avec cet œil-là, en jaugeant un peu avec eux leur satisfaction sur la VL et surtout le degré d'autonomie qu'ils peuvent avoir sur la vision intermédiaire, parce que je ne promets rien en VP pour le coup. Même si c'est vrai qu'une solution plus économique, une solution effectivement qui peut être valable, c'est l'EDOF ou le monofocal plus avec une stratégie en micro-bascule, avec une ligne monovision entre moins 0,5 et moins 1 en fonction de la métropie initiale du patient. Et en ça, l'impress est intéressant parce que contrairement à d'autres monofocaux plus, il est relativement pupillo-indépendant. Il y a des monofocaux plus où les patients se plaignent quand ils passent du sombre à la lumière, qui passent dans des tunnels en voiture, de ressentir un peu la myopisation sur le myosis, parce que tu as souvent des zones d'addition relatives centrales. L'Oya, l'Impress ne l'a pas du tout. Il est indépendant de la longueur de l'œil. Donc en plus, on peut aussi le mettre plus facilement sur des yeux longs, en se disant qu'il y aura quand même un effet monofocal plus. Pourquoi en 2024, c'est important d'aborder la chirurgie de la cataracte de manière réfractive? Et si moi, tu devais me rassurer, m'encourager à me dire, Christophe, bah, il faut t'y mettre, qu'est-ce que tu me dirais? Déjà, je te montrerai les données de la littérature avec ces implants récents où on voit qu'il y a un taux de satisfaction qui est très important, une indépendance en lunettes sur la vision de loin, la vision intermédiaire, la vision de près qui est très bonne. Après, il y a l'enjeu de la formation continue des chirurgiens, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est aujourd'hui, je pense, la première chose à envisager. La deuxième chose, c'est de dire aussi que quand tu as des patients où tu as passé toutes ces étapes et qui sont satisfaits, tu es sorti de ta zone de confort. C'est bénéfique parce qu'on peut quand même tomber dans une certaine forme de routine dans l'exercice qu'on a. Et donc, c'est une façon de se rechallenger, de se remobiliser, de se reformer sur un topic du quotidien qui touche quasiment l'ensemble de nos confrères. La chirurgie de la cataracte, tout le monde en fait. Et donc, ça a un impact positif sur sa propre pratique en tant que chirurgien et intrinsèquement sur la réputation du cabinet. Donc, c'est un cercle, je trouve, vertueux. Après, il y a la problématique du financement. Ça, ni toi ni moi n'avons d'actions potentielles à ce sujet et c'est un vrai sujet. Et donc, ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de nos tutelles, peut-être de la Saphir, qui soit poursuivi en ce sens. Quentin, merci beaucoup. Vraiment, je pense qu'on a démystifié pendant ces quelques minutes l'implantation aujourd'hui de la chirurgie avec des implants trifocaux, des implants premium, que ce soit EDOF, le mix and match. Je pense que vous avez pu voir qu'il y a différentes pratiques, que vous avez des possibilités d'adaptation, que ce n'est pas une fatalité de mettre un trifocal et qu'un patient derrière de dysphotopsie. Moi, je te rejoins complètement sur l'approche réfractive, mais évidemment, j'ai un biais du fait de mon service et de mon activité, mais je te rejoins complètement sur le caractère réfractif de cette chirurgie. Je pense que tout simplement, en termes de santé publique, en termes d'impact de santé publique, aujourd'hui, on a tout intérêt à avoir des patients qui aient une correction optique intégrée intraoculaire de bonne qualité et que, ne serait-ce que pour la sécurité sociale, et c'est mieux. Donc, c'est bien pour la société, c'est bien pour les patients, c'est bien pour les chirurgiens parce que on rend nos patients heureux. Et donc, je peux que vous encourager aussi à vous tourner vers la chirurgie premium d'implantation et de se dire qu'aujourd'hui, tout patient devrait, en tout cas, a priori, pouvoir bénéficier d'un implant multifocal. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde c'était intéressant et je serais ravi de te revoir très prochainement. Salut Christophe, merci. À bientôt.